Rebonjour à tous. Donc, je pense que vous me connaissez tous et connaissez mon prénom, je suis Jérémy. On va passer sur la partie un peu plus technique, qui est tout aussi intéressante pour des personnes qui sont non techniques. On va parler d'un sujet, donc les différents protocoles qui permettent de traverser des routeurs NAT. C'est très important aujourd'hui au niveau des communications, on est tous en télétravail, on a tous son smartphone avec MyApps dessus et on veut être sûr que la voix, l'audio fonctionne correctement. Donc pour ça, en fait, on va avoir besoin de différentes technologies, de différents protocoles, de manière à éviter tout ce qui est phénomène de one-way audio ou pas du tout de communication, ou au bout d'un certain temps où la communication se coupe. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc on va faire une première partie un peu théorie. Donc là, vous avez vu, alors première fois, j'ai été motivé cette année, je vous ai tout traduit avec des belles définitions, donc je vais pas lire les définitions, je vous laisse les lire, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que ICE, donc Interactive Connectivity Establishment. C'est un protocole qui permet en fait de collecter, de rassembler différentes informations, notamment des adresses IP, donc des adresses IP qui permettront d'envoyer donc des paquets voix à une certaine destination. D'accord, donc c'est votre adresse et on envoie. Donc on va en avoir plusieurs en fait. L'idée de ce protocole, c'est il va faire différents checks, faire la collection de toutes les informations et trouver automatiquement la bonne route. D'où l'intérêt en fait d'avoir d'autres protocoles qui vont être impliqués par ce système, par cette technologie-là, qui est notamment donc le STUN, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Donc Session Traversal Utilities for NAT. Donc ça c'est un premier protocole qui a été pensé justement, qui est arrivé avec la VoIP, c'est-à-dire quand on a intégré la téléphonie dans le monde informatique, on avait besoin justement de traverser, comme je vous l'ai déjà dit, des NAT, et pour ça on a dû créer, alors pas nous Innovaphone, le standard en fait de tout ce qui est partie réseau, on a dû créer justement ces protocoles. Donc STUN permet tout simplement de vous récupérer votre adresse IP publique. Donc quand vous êtes derrière un NAT, vous êtes, comme je dis, comme à la maison, donc dans votre monde privé, et quand vous sortez de chez vous, vous êtes dans le monde public. Donc là en fait on va demander, ok, quelle est mon adresse publique, de manière à ce que je puisse envoyer cette information à la personne qui veut communiquer avec moi. Car on le sait tous, des paquets donc voix du réseau interne qui essaient de sortir sur le réseau externe sont automatiquement détruits s'ils ne sont pas translatés. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette première information. Mais dans certains cas, dans certaines topologies, ce n'est pas suffisant. On va avoir besoin d'un autre protocole et aussi qui va faire foi de serveur, le TURN, Traversal Using Relay Around NAT. Donc ça, c'est tout simplement, on va faire un relais, donc on fera plus une communication point à point, c'est-à-dire de poste à poste, on va directement communiquer, donc le terminal va communiquer avec le serveur TURN qui lui va après communiquer ses paquets voix avec l'autre terminal. Donc ça va permettre de relayer et d'être complètement compatible avec les différentes topologies de NAT. Donc tous ces protocoles, c'est pas Innovaphone qui les a inventés, c'est Innovaphone qui les a implémentés donc dans son stack. Donc on propose tout ça de façon gratuite et native. Donc c'est très important de comprendre ce que c'est, et c'est très important de savoir qu'il faut toujours les configurer, car si vous n'êtes pas sûr que du jour au lendemain, si un poste IP, et donc un utilisateur prend son poste, il va à la maison, il le branche à la maison, vous savez pas quel NAT il sera derrière, et donc ça peut vraiment poser problème. Notamment encore plus avec la situation actuelle, où ce que tout le monde fait du télétravail un peu à droite, à gauche, tout le monde a différentes box, on sait pas trop ce qu'on a, et pour un administrateur réseau, c'est pas une catastrophe, mais ça devient difficile vraiment de maîtriser tout l'environnement réseau et toute la structure réseau. Au niveau des NAT, alors là, je ne vais pas vous faire une grosse définition, je pense que vous connaissez bien mieux que moi en étant expert de réseau. Au niveau donc des différentes technologies, donc NAT, c'est Network Address Translation. Comme je vous ai dit, quand on est dans le réseau privé vers le réseau public, on fait donc une translation, une traduction donc des différentes adresses et ports pour pouvoir communiquer. Si on fait pas cette traduction, tout ce qui est en interne, si ça sort vers l'extérieur, c'est complètement détruit. Valable en IPv4. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. On a 4 technologies: Full Code NAT, Restricted Code NAT, Port Restricted et symétrique. Qu'est-ce que veut dire les petites coches que je vous ai marquées sur la présentation avec STUN, une petite coche verte, ou STUN avec une croix rouge? Et bien en fait, c'est pour comprendre que quand vous êtes, donc vous imaginez, vous avez 2 téléphones, chaque téléphone est derrière un réseau NAT, et derrière un routeur NAT, pardon. Ce routeur NAT les 2 routeurs sont de technologie Full Cone, donc le STUN, donc le protocole STUN suffira à établir une communication dans les 2 sens sans problème. Si vous êtes derrière un Restricting Code NAT, le protocole STUN suffira justement à traverser ces NAT, à être compatible au travers de ces NAT. Au niveau du port restricted, si vous êtes derrière 2 ports restricted, le STUN fonctionnera.
Par contre, si dans un sens vous avez le port restricted et dans l'autre sens vous avez le symétrique, vous aurez le phénomène de one-way audio et vous aurez besoin donc notamment du turn dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est très important de toujours configurer, je reviens là-dessus, car vous ne savez pas quelle topologie de NAT vous avez à faire, et donc il faut vraiment s'assurer d'avoir tous les composants pour que toute la, on va dire, le mécanisme automatique puisse se faire correctement. Et le symétrique, c'est vraiment le plus sécurisant, mais le plus restrictif et qui va être le plus allergique à la VoIP. Là, le stun ne fonctionnera pas du tout, vous aurez besoin obligatoirement, du server turn dans ces cas-là. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le détail, le call flow, en fait, la signalisation, comment ça fonctionne, étape par étape. C'est-à-dire que quand je prends mon combiné, j'appelle quelqu'un, on va voir qu'est-ce qui se passe avant d'avoir la personne au téléphone. Déjà, première chose, chaque téléphone, donc à droite et à gauche, va établir, donc envoyer une requête au serveur stun, donc principal. Donc ça peut être un boîtier Innovaphone. Et ce serveur stun va retourner, en fait, différentes informations. Et là, ICE va rentrer en jeu, on va commencer à collecter les informations. Donc de chaque côté, à gauche et à droite, on va retrouver donc l'adresse IP publique, donc à gauche qui commence par 172, et l'adresse SRFLX qui veut dire Server Reflective. Donc c'est l'adresse réfléchie, donc l'adresse IP publique qui appartient le téléphone fixe. Donc côté gauche 88, et pour la partie droite on est en 192, et son adresse IP publique c'est la 46. Ensuite, comment on échange ces informations? C'est-à-dire que le téléphone de gauche, il faut qu'il connaisse les informations du téléphone de droite pour pouvoir lui envoyer les informations et les paquets voix au bon endroit. On va en fait, au travers de la signalisation, donc que ce soit en web ou en H323 ou en SIP, on va envoyer ces fameuses ICE candidates. Donc chaque terminaux, donc la partie de gauche et la partie de droite, va avoir ce qu'on appelle des candidates distantes, dites remote en anglais. Et donc là, le téléphone de gauche sera OK, je connais les informations, donc host et serveur réflective de la personne avec qui je communique. Ensuite, c'est ICE checks, donc ICE a fait la collection de toutes les informations, les a transmises, et ensuite on va faire des vérifications, c'est-à-dire qu'on va vérifier si les chemins sont utilisables ou pas pour transmettre les paquets voix, donc dit RTP. Donc là, quand on va faire un ICE check avec les adresses IP privées et qu'on communique au travers du WAN, donc d'internet, ça va poser problème, comme je vous l'ai expliqué. Dans ce cas-là, on va avoir donc la route utilisée avec les adresses IP publiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléphone de gauche enverra des paquets voix à l'adresse IP publique du téléphone de droite. Et dans ce cas-là, on assurera une bonne communication donc dans les deux sens, sans interruption. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour le turn. C'est très similaire au server stun. Vous allez voir, au niveau des différents graphiques, il y a une petite différence. Donc, première chose, comme d'habitude, on va faire une requête au serveur turn. Directement, le serveur turn va renvoyer l'adresse relais, c'est-à-dire il va dire OK, tu demandes mon adresse IP, pas de souci, je te la renvoie. On remarque que à gauche et à droite, les deux terminaux vont récupérer ou vont recevoir la même adresse IP publique. La différence sera au niveau du port, c'est-à-dire que le serveur turn dit au téléphone de droite, voilà, tu m'enverras les paquets voix au 194 sur le port 16400 et au téléphone de droite sur la même adresse IP sur le port 16500. Bien entendu, ce sont que des exemples. Dans ce cas-là, vous remarquez que le serveur turn a une adresse IP publique. Vous pouvez le mettre aussi dans le réseau interne. L'idée ici du réseau, de le mettre sur le réseau public directement, c'est dans des cas de fédération. Ensuite, pareil, encapsulé dans la signalisation, on va échanger ces informations entre les deux terminaux, donc à gauche et à droite, et on va avoir donc ces informations-là, donc le téléphone de gauche aura les informations du téléphone de droite, etc. Et ensuite, les différentes ICE checks, donc on va tester donc ici l'adresse IP privée qui ne fonctionnera pas, et donc là, dans ce scénario-là, ce sera l'adresse relay, donc relayée, qui sera utilisé pour émettre les paquets voix. Donc là, ici, on remarque qu'il y a une différence avec le stun, c'est qu'on n'envoie plus directement en point à point du terminal à gauche et à droite. Le terminal de gauche va envoyer au serveur turn qui, lui, relayera les paquets RTP au terminal de droite. Bien entendu, dans le cas concret complet, on va le voir après, on a le ICE check qui cumule tout, c'est-à-dire la host, l'adresse réfléchie donc qui provient du serveur stun, et on va avoir aussi l'adresse relayée qui provient du serveur turn. Dans ces cas-là, encore une dernière petite chose, vous ne pouvez pas influer sur la route qui sera utilisée de façon manuelle. Ça veut dire que tout
cela est fait de façon complètement automatique. Maintenant, on va voir un petit peu le debug, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme information de savoir si mon turn est bien configuré, si mon stun est bien configuré, etc. On va déjà parler d'une première chose. Si vous utilisez des services, notamment stun.novaphone.com, on a, c'est très récent, donc on a un nouveau site qui s'appelle status.novaphone.com que vous pouvez intégrer sous forme d'app, qui va vous donner en fait un état de santé de nos différents services, que ce soit le push, que ce soit le provisioning. Vous allez voir, donc si c'est vert, c'est que ça fonctionne, et si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le voir dans cet exemple-là. Donc vous pouvez le consulter avec votre navigateur ou l'intégrer sous forme d'app dans MyApps. Au niveau de la détection NAT, donc on a une première possibilité. Si vous avez un serveur stun, donc vous configurez sur de l'InnovaPhone, côté client, souvenez-vous sous IP4, donc ça c'est dans l'interface avancée d'administration, vous avez sous IP4 stun ces informations de NAT detection. Il y en a beaucoup qui le configurent sans trop savoir à quoi ça sert. Ça c'est tout simplement un outil de debug, comme vous pouvez le voir, qui sert juste à vérifier derrière quel NAT se trouve votre poste IP. Donc ça, vous le configurez quand vous en avez besoin. Donc si la case, vous mettez aucun chiffre, donc aucune minute de refresh, ça, ce n'est pas configuré. Donc on l'active que quand on a besoin. Et côté serveur, on va avoir besoin d'une chose spécifique qui est le stun change address. Donc ça, c'est on change en fait l'adresse du serveur stun, donc le serveur stun va répondre à la requête sur une autre adresse et sur un autre port. Ça va permettre de détecter la technologie NAT qui est entre le serveur stun et le terminal derrière le NAT. Alors c'est ça l'avantage d'avoir son serveur stun, car quand vous hébergez le service stun pour vos clients et que vous avez besoin de faire du debug, si vous maîtrisez la partie serveur notamment avec ces adresses qui sont interchangées, vous pouvez vous assurer que la NAT detection côté client est fait proprement. Car ça, si c'est mal configuré et que ce renvoi de requête est mal fait, vous pouvez avoir une détection de NAT erronée côté client. Donc attention à ça au niveau du serveur stun. Maintenant, les infos ICE dans les différents terminaux, vous les avez dans le softphone. Donc si vous ouvrez votre softphone, donc en haut à droite, et que vous scrollez un petit peu en bas, vous avez en fait une partie network. Et si vous cliquez sur le bouton Play, en fait, vous allez voir directement les différentes adresses collectées pour ce softphone. Donc, c'est-à-dire que le softphone, vous avez un MyApps installé sur votre PC, vous avez différentes cartes réseau. Le softphone, lui, c'est un élément qui est bête, et il va récupérer vraiment ce qu'on lui donne, c'est-à-dire par rapport à ce que Windows connaît au niveau des différentes cartes réseau. Donc là, avec ce petit debug-là, vous allez vous assurer que, ok, mon softphone, il récupère bien du stun, il récupère bien du turn. Après, comment on fait de la capture des infos ICE? Vous pouvez faire des captures en continu, donc avec H323 ICE. C'est plus simple de faire cette capture en live directement avec Trace Continuous, car vous avez vraiment que les messages ICE qui seront affichés. Dans une trace Wireshark, vous pouvez avoir aussi d'autres messages, ça peut être un petit peu plus compliqué à lire. Vous avez aussi les mêmes options de capture pour le SIP si vous en avez besoin, bien entendu. Vous avez dû avoir des petites questions qui sont arrivées au travers du Slido. Je les ai loupées. Donc répondez-y pour voir si vous avez bien compris à quoi servent le ICE et par rapport à mes explications, ce que je vous ai expliqué. Là, la dernière question que vous avez eue, vous allez pouvoir y répondre avec la présentation que je vais vous expliquer dès maintenant. Là, je vais vous en fait décortiquer un peu une capture ICE. Donc on imagine que on a fait Trace Continuous et là on établit un appel, je décroche et on va voir ce qui se passe. Première chose, on établit une connexion avec le serveur stun. D'accord? Donc on vérifie si on arrive à contacter le serveur stun. Si le serveur stun, il y a un DNS de configurer, il faut s'assurer que le DNS fonctionne bien, par exemple. Ensuite, on va collecter les adresses host. Donc c'est mes adresses IP locales. Dans le troisième temps, on va faire donc une requête stun, on va contacter le serveur stun et on va lui demander quelle est mon adresse IP publique qui lui va nous retourner cette adresse IP publique. Donc ici, on aura une adresse renvoyée qui est le 178. Donc le serveur stun qui commence par 46 renverra cette adresse. Ensuite, on les a collectés. Donc comme je vous ai, souvenez-vous, dans le diagramme d'avant, dans la slide d'avant, pardon, on a les fameuses candidate local, donc les informations locales de mon poste qui m'appartiennent. Donc j'ai trois informations, host, server reflective et relay, qu'on a ici en gras. Ensuite, on va avoir ces fameuses candidates ICE vont être envoyées à l'autre terminal et de l'autre côté, bien entendu, l'autre téléphone en fait ou l'autre endpoint va faire exactement la même chose, va faire une collecte des différentes informations et me les envoyer.
Ensuite, on va faire des tests RTP, ce qu'on appelle des RTP check. Donc ça, on va tester les différents chemins, les différentes routes. Ok, maintenant on a les différentes informations, les différentes adresses. Donc vous voyez, ça fait un sacré paquet, ça fait beaucoup de lignes en une seule fois. Et toutes les lignes qui commencent par des moins, c'est toutes les lignes qui ne fonctionnent pas. Et la ligne qui fonctionne par un plus, que j'ai coloré en orange, ce sera la route qui sera utilisée pour envoyer les paquets voix et les paquets voix de contrôle. Donc vous pouvez la reconnaître avec le plus, mais elle se termine aussi par le mot nominated, ça veut dire celle qui est sélectionnée, nommée. Donc là, on voit ici le chemin qui sont utilisés. On va avoir d'un autre côté, on va utiliser l'adresse stun, donc le terminal va envoyer, un des terminals va envoyer les paquets RTP à l'adresse IP du serveur stun, donc on a de l'adresse IP publique qui m'a été renvoyé par le serveur stun, pardon, et de l'autre côté, le terminal va envoyer les paquets RTP au serveur turn directement. Donc là, on est dans le cas où on a d'un côté un NAT qui est un peu restrictif et d'un autre côté un NAT qui est un peu plus compatible, moins allergique à la VoIP. Ensuite, quand on a une connexion, quand on a fait ces différents tests, on va avoir un dernier message de confirmation qui est connected successfully. Au niveau des messages ICE, et après ce sera terminé par conclusion success. Donc là, vous êtes sûr que la signalisation sera bien établie et terminée et correctement faite, et vous pouvez communiquer correctement. Donc tout ce que je vous explique là, tout ça, tous ces messages-là, cette signalisation, c'est fait avant que vous communiquiez avec quelqu'un. Donc si vous avez un problème sur le serveur turn qui met du temps à répondre, ou le serveur stun qui n'est pas du tout joignable, ça peut faire échouer cette signalisation, donc l'appel n'aboutira pas, ou alors ça peut mettre du temps à ce que la sonnerie du téléphone commence à arriver. Donc c'est pour ça que ça implique beaucoup de technologies qui font du temps réel, et il faut s'assurer que tous ces éléments-là, ces mécanismes fonctionnent très rapidement et soient toujours en ligne. Maintenant, on va aborder les différents messages d'erreur pour comprendre un peu plus dans les traces qu'est-ce que veulent dire tous ces messages. Des fois, on en a, est-ce qu'ils sont utiles, est-ce qu'ils sont pertinents par rapport à mon debug. Donc là, on va voir si aucun chemin réseau fonctionnel n'a été trouvé. Vous allez voir conclusion failed, donc ça a échoué. On n'arrive pas à communiquer, on n'a pas trouvé notre chemin pour pouvoir envoyer les paquets RTP. C'est, comme je dis, ciao. On voit, purée, on pourra pas communiquer. Ensuite, si AI s'est interrompu, par exemple, si vous décidez de raccrocher, en fait, avant que l'appel aboutisse ou qu'il y a une renégociation, c'est-à-dire que vous mettez en pause et vous reprenez l'appel. Là, vous allez voir connection aborted, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ça. Il faut se rendre compte de dire, ok, c'est aborted, pourquoi? Ok, la personne, est-ce qu'elle a mis en pause l'appel ou est-ce qu'elle l'a transféré, par exemple? Si des requêtes stun sont répondues avant que l'appel démarre, cela peut générer des messages d'erreur typiquement dans le cas où ICE n'est pas synchronisé entre appelé et appelant. Alors cette longue phrase veut dire que, bien entendu, c'est du temps réel, et pour pouvoir s'échanger les différentes informations, donc candidate, local et remote, il faut que les deux terminaux soient à peu près synchronisés au moment des requêtes. C'est-à-dire que s'il y a un des côtés qui lance la requête tout de suite et que l'autre commence à lancer la requête 10 secondes après, on peut avoir justement ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'un côté, il ne recevra pas les informations à temps, et on peut se retrouver avec des messages d'erreur, des request error, etc., etc. Donc là, ça vous donne un indice de dire, ok, quand je vois ces types de messages-là, je sais que peut-être il y a un côté qui est un peu plus lent que l'autre. Si ICE s'est terminé avec succès, on va voir après différents autres messages qui peuvent être complètement ignorés. Donc c'est les allocations des canaux turn, c'est des messages on va dire standard mainstream qui sont générés donc dans la signalisation ICE que vous pouvez complètement ignorer. Donc pas de panique si vous voyez ces messages-là après une fois que la communication est établie. Une autre chose aussi, quand vous maîtrisez votre serveur turn, si vous allez sous IP4 NAT et après vous avez les différents canaux turn, vous avez peut-être déjà vu plein de lignes qui s'affichent en temps réel, c'est-à-dire quand vous faites un appel, vous allez voir à un moment donné 10, 5 lignes ou 15 lignes ou peu importe qui vont s'afficher juste pour un appel. Et on se demande qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes? Est-ce qu'elles sont utiles? À quoi elles servent? Pourquoi le serveur turn génère autant d'informations en temps réel? Et pourquoi on en a besoin? En fait, vous allez pouvoir identifier ici donc quel canal est alloué en fait pour envoyer les paquets RTP à l'autre terminal. Donc on retrouve donc pour la première ligne que j'ai mis en gras les premières informations, donc l'adresse IP source du terminal local, le nombre de paquets, donc le 0 après l'adresse IP et les deux points ports, vous avez un chiffre, là ici c'est 0, c'est le nombre de paquets qui sont envoyés au travers de cette connexion active. Le 14S c'est 14 secondes, vous allez voir la durée de la connexion active, donc
ici vous allez pouvoir voir, ok, ça fait 2 minutes que le canal turn est utilisé pour la communication en cours. Et après, les codes qui ressemblent à de l'hexadécimal, donc 0x4000, 4001 et 4002, ça va en fait identifier les différentes informations du terminal distant. Donc en fait, est-ce qu'on utilise que son adresse host server reflective relay est utilisée, et on va avoir ces informations là directement. Donc ça sert à quoi en fait tout ça? Ça sert à comprendre quand vous avez des soucis audio, de voir par où on passe déjà avec ICE, et si on passe par le stun, qu'est-ce qu'on peut débugger ou qu'est-ce qu'on peut voir en termes de debug, et si on passe par le turn, qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'on peut voir en termes de debug côté serveur. D'où l'importance de vraiment maîtriser votre partie serveur pour les communications. Donc comme je le recommande, pour vos clients, vous pouvez très bien mettre un serveur stun si vous avez une adresse IP publique encore disponible, une IPVA ou un boîtier directement sur le réseau public, comme ça vous maîtrisez vraiment votre service. Et le serveur turn, vous pouvez aussi l'héberger directement. Donc en version 13, quand vous installez des clients, si vous avez fait attention, automatiquement en fait le service stun turn, alors le stun n'est pas utilisé, mais le turn en fait est activé par défaut et est configuré automatiquement en fait sous une configuration appareil de devices app, et ça prend le nom de domaine du PBX en fait. Donc ça utilise le nom de domaine du PBX pour résoudre l'adresse IP et sur le port 3478. Alors l'importance des noms de domaine, c'est que pourquoi on les utilise à la place et pas on n'utilise pas des adresses IP, c'est que vous savez pas en fait si l'utilisateur, quand vous êtes dans votre société, votre téléphone, vous êtes connecté en Wi-Fi, donc là quand vous connectez, vous pouvez contacter le serveur turn localement, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, dès que je prends mon téléphone portable, donc dès que vous sortez de votre société, vous êtes en 4G, vous n'allez pas savoir le serveur turn, son adresse IP. Vous pouvez pas configurer dans le système un serveur turn avec une adresse IP privée et une adresse IP publique. Souvenez-vous, dans le screenshot du softphone, on voit juste une seule adresse qui est retournée. D'où l'importance d'utiliser des domaines, c'est-à-dire que peu importe dans quel réseau on est, on peut résoudre donc l'adresse IP qui est rattachée, qu'elle soit publique ou privée, en fonction de là où on est connecté. Merci à tous. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'espère que c'était pas trop du charabia. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions de poser? Bien entendu, s'il y en a beaucoup, je répondrai plus cet après-midi. On pourra continuer d'en discuter après. Oui, Jérémy. Donc, avant de passer aux questions, je voudrais juste dire que pour ton premier sondage, donc 100% ont donné la bonne réponse. Ok. Voilà. Pour la deuxième, c'est plutôt mitigé. Il y a la moitié ont donné la bonne réponse et le reste un petit peu moins. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir sur Jérémy s'il y a 2-3 choses qui étaient peut-être pas claires. Et bien évidemment, vous pourrez re-regarder cette présentation et elle sera aussi mise à disposition ultérieurement. Ouais. Donc, il y a une question de Jean-François. Peut-on paramétrer ce site status.innovaphone.com et remplacer stun.innovaphone.com par notre stun? L'idée est d'avoir donc une app admin qui ferait le job. Alors, dans le statut, on va pas pouvoir changer la configuration du site. En fait, c'est un site qui est hébergé complètement en dehors d'Innovaphone et qui va vraiment vérifier de façon statique que les services Innovaphone. Donc, si Jean-François, tu veux intégrer le monitoring de ton serveur stun au travers de ce statut, ce sera malheureusement pas possible. Il faudra une app propre. Il faudra vérifier et trouver un autre moyen de le faire pour faire le monitoring. D'accord, merci. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est au niveau du deuxième sondage en fait qui est assez mitigé. C'est pour ça qu'on a voulu faire en fait cette présentation, car on s'est beaucoup rendu compte que tout ça c'est un petit peu une petite bête noire que personne ne comprend vraiment. C'est pas simple aussi à comprendre. Même pour moi au début, c'est vraiment c'est un exercice, une mécanique dans sa tête qui est assez compliquée à faire pour pouvoir comprendre tous ces éléments-là. C'est arrivé aussi très rapidement avec justement l'ouverture du système de téléphonie sur Internet. On a vraiment besoin de tout ça et on n'en parle pas souvent assez. Bien souvent, la solution de facilité, c'est de faire du VPN. Comme ça, on est tous sous le même réseau, entre guillemets. Mais c'est très important. En fait, nous, on se base vraiment sur les standards. On utilise vraiment ça pour pouvoir établir toutes les communications de façon correcte afin que vous puissiez
faire un bon debug. Alors je vous demande pas de résoudre avec tous les problèmes de one-way audio, de communication avec ma présentation. L'idée ici, c'est vraiment que vous maîtrisiez un peu mieux, de façon à pouvoir envoyer plus d'informations un peu plus pertinentes au support. Donc vous pouvez toujours contacter, je vous invite toujours à contacter le support par rapport à ça, mais si vous pouvez déjà envoyer en fait une bonne partie et déjà faire une pré-analyse, que vous compreniez un peu tous les aboutissants de ça, c'est super, car ça nous aidera aussi énormément. Après, bien entendu, on vous aide toujours par rapport à ça. Merci en tout cas pour cette présentation.